Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Cher. Marine va vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Igiti, Kikororwa, Kikiri, Gito, de Mono Burundi. Ils savent. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir une championne, une actrice, une femme engagée, une femme déterminée, celle que l'on nomme Aïssa Maïga. Bonjour, Chairman. Ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi, sincèrement. Tout le plaisir est pour nous. Comment tu vas, Aïssa? Très bien. Et toi? Impeccable. Merci. Ça me fait plaisir de te voir, de te recevoir. T'as un beau parcours, t'es une belle personne, Merci. t'es une femme engagée. Et j'ai pas extrapolé quand je te l'ai dit lors de l'introduction. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te Oui. connaissent pas? Je m'appelle Aïssa Maïga, je suis actrice et réalisatrice. Je viens du Sénégal et du Mali. Ne pas oublier le Mali. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai grandi un tout petit peu à Dakar. Et ensuite, je suis venue en France. Parfait. Voilà. C'est très bien. Déjà, t'as grandi où à Dakar? Parce que Alors, j'ai grandi dans différents endroits. Ça a été un petit début de vie mouvementé. tu parles en sénégalais, là. Ah bon? Absolument. Ah, je savais pas. Nagadef. Magnifique. Ça va, ça va. Et en gros, ensuite, j'ai habité à Fresnes, Ouais. dans le 9-4, Mhm. entre l'âge de 4 et 9 ans. Et ensuite, je suis habité à Paris, dans le D'accord. 12e. Très bien. On va retracer le parcours, la petite vie, forcément. Moi, je veux que tu nous parles de ta vie à Fresnes, déjà, dans un premier temps, s'il te plaît. Elle ressemblait à quoi, la jeune Aïssa? Bah, j'adorais rire, jouer. Enfin, j'étais une enfant comme les autres. J'habitais avec mon père Ouais. et ma belle-mère et mon petit frère qui est né plus tard, Abba, qui a 6 ans de moins que moi. Abba, c'est le petit nom qu'on lui donne, sinon il s'appelle Bonkane François Maïga. Et en gros, on a vécu là jusqu'à la mort de mon père, en fait. Ouais. Mon père était journaliste, il était très engagé. Alors, si on pense que moi, je suis engagée, vraiment, je ne suis, comme l'a dit une amie camerounaise, que la pâle photocopie de mon père. D'accord. Lui, il était vraiment dans un engagement très puissant, dans le sens où il était journaliste. Il était basé à Paris, mais il était vraiment concentré sur l'avenir du continent africain. Et il s'est engagé très fortement auprès de Thomas Sankara au Burkina Faso. Ils sont devenus très amis, très, très proches. Mon père a eu un rôle politique très important auprès de lui au tout début de la Révolution. Et le 1er janvier 84, mon papa a été empoisonné, il a été assassiné. Donc voilà, c'est une période, Fresnes, qui est hyper importante parce que c'est la prime enfance, c'est vraiment c'est ce qui te constitue ensuite pour tout le restant de ta vie. Et j'ai été accompagnée par un père qui était extraordinaire. Mais vraiment, dans le quotidien, c'était quelqu'un d'hyper lumineux. Mes copines aujourd'hui qui ont mon âge peuvent vous en parler des heures. Elles l'adoraient. Tous les enfants adoraient mon père. Tous les adultes l'adoraient. Il était très solaire, hyper généreux, très drôle. Et en même temps, j'ai le souvenir d'un père qui était concentré, qui travaillait beaucoup, y compris à la maison, qui parfois n'était pas là parce qu'il partait en mission sur le continent africain. Ça, c'est ce qu'on me disait. Ton papa est parti en mission et puis un jour, il n'est pas revenu. Voilà. Elle était où, la maman? Elle était au Sénégal. En fait, je suis née au Sénégal. J'ai grandi d'abord avec ma mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Et mon père m'a récupérée quand En gros, il était installé en France. Mes parents étaient séparés. Il a considéré, ma mère aussi, que j'avais peut-être plus d'avenir en ayant une scolarité en France. Mais si mon père avait vécu, je pense qu'on serait peut-être retourné vivre soit au Burkina, soit ailleurs. Ok. Voilà. Paix à son âme, déjà, ton cher père. Et tu sais, tu parlais
ici et là de tes amis qui étaient avec toi à Fresnes. Tu parlais de Cyrine, tu parlais d'Ophélie, tu parlais d'Isabelle. Elles se reconnaîtront. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que déjà tu étais mieux loti que les autres parce que ton père était quand même lettré et avait une belle fonction? Oui, en fait, moi j'habitais on n'était pas des bourgeois, mais j'habitais dans une petite résidence toute calme et qui s'appelle Air et Soleil. Ouais. Et en fait, je pense que dans la composition, en fait, c'était des gens qui étaient de la classe moyenne. Donc, il y avait des profs, un peu de médecins, mon père qui était journaliste, enfin, plein de professions différentes. Mais c'est sûr que j'habitais pas dans un milieu qui était genre défavorisé. J'habitais dans un milieu... Enfin, je sais que mon père avait des problèmes d'argent, ça je l'ai appris plus tard, parce qu'il aidait beaucoup la famille au bled, voilà, tout simplement, parce que en tant que journaliste, il avait un salaire, mais qui n'était pas non plus mirobolant. Donc, on roulait pas sur l'or, mais je manquais de rien, clairement. Et toi, tu as grandi sous le prisme de l'éducation de l'école? Ouais, clairement. Ah ouais. En fait, mon père... il était très attaché à l'école, mais de façon très positive. Moi, quand je rentrais de l'école, mon père me demandait toujours comment ça s'était passé, si j'avais des devoirs. Et quand je les faisais avec lui, c'était vraiment un bonheur. Parce que il mettait vraiment l'accent sur mon intelligence. J'ai toujours eu le souvenir de mon père qui me disait « Ah, t'es intelligente, ma fille ». Et ça, j'étais pas plus intelligente qu'une autre, hein, pas du tout. Mais je pense que cette façon d'être valorisée, ça donne confiance quand t'es enfant. Et ça m'a aidé. Franchement, il est mort, j'avais 8 ans et demi. C'est vraiment petit, mais il m'a énormément donné. Et notamment au niveau de la confiance en moi, c'est un truc qui a beaucoup compté plus tard. Et c'est super important, ça. Merci pour ce témoignage. Tu sais, nous, il y a quelque temps, on a reçu Rose Hamziane, qui est d'origine algérienne et que tu connais certainement. Et je lui disais que les Algériens, étaient politisés dès le plus jeune âge. Ils s'intéressaient à l'histoire du pays. Ils te racontaient les coulisses de la guerre d'Algérie, ce qu'on nous racontait pas forcément à l'école, etc. Et est-ce que toi, finalement, c'était plus ou moins la même chose dans la mesure où ton père, politicien, qui est parti tragiquement, je suppose qu'on a édulcoré son départ, etc. Oui, tu vois, donc forcément, quelque part, ça forge et puis ça nourrit ton intellect et ta curiosité. Tu me suis? Ouais, c'est très juste. En fait, quand il est décédé, on me l'a pas dit tout de suite. On m'a dit il est dans le coma. Bon, je savais pas ce que ça voulait dire, mais évidemment, j'avais l'espoir qu'il soit plus malade et qu'il revienne. Puis un jour, on m'a expliqué, quelques mois après, en fait, les adultes ont un peu pris leur élan. Ils savaient pas trop comment le dire et ils m'ont dit, écoute, non, ton papa est mort. Il a été empoisonné. Et donc, tout de suite, la question du choc de la mort et des raisons de sa mort ont eu un impact super fort parce un empoisonnement, ça veut dire qu'on veut vraiment t'éliminer. Absolument. C'est vraiment une décision préméditée, organisée, etc. Et donc, on m'a expliqué qu'il était très engagé, qu'il avait travaillé au Burkina. Bon, à l'âge de 8 ans, je pense que je savais ce que c'était que la mort, mais je comprenais pas exactement ce que c'était que la politique. Et c'est plus tard, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, que j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce que ça voulait dire, à comprendre en tout cas. Et c'est vraiment à l'adolescence, vers 15-16 ans, que là, j'ai plongé dans l'histoire du Burkina. Comme le compagnon de route de mon père, Thomas Sankara, lui aussi été assassiné. C'était quand même une figure. Il n'était pas célèbre comme aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui a accès à Internet et puis peut taper Thomas Sankara. Exact. Savoir qui c'était, que c'était un très grand homme, que c'était un héros panafricaniste, que c'est quelqu'un qui a vraiment apporté du changement dans son pays, le Burkina Faso, qui était considéré et qui était l'un des pays les plus pauvres au monde. Et en 3 ans de politique responsable et volontariste et courageuse, il a réussi à parvenir à des objectifs qui étaient censés être inatteignables, comme l'autosuffisance alimentaire. Tout simplement, que chaque Burkinabé puisse avoir une ration alimentaire correcte tous les jours. Donc ça veut dire qu'il est venu avec une vision sur l'agriculture, sur la santé de l'enfant, sur les droits des femmes, sur les droits des travailleurs, etc. Et donc, en m'intéressant à cette histoire, j'ai un peu rattrapé ce qui m'avait manqué avec mon père, c'est-à-dire des échanges, et que je fantasme encore aujourd'hui, où j'imagine ce qu'il aurait commencé à me transmettre au fur et à mesure de mon adolescence. Et puis, j'ai été accompagnée.
C'est-à-dire qu'il y a, paix à son âme, j'ai perdu mon oncle, le petit Tonton frère. Alpha? Ouais, il est décédé il y a très peu de temps. Paix à Et lui, son âme. il a eu vraiment un rôle très important parce que mon père était son grand frère, c'était son modèle. Donc pour lui, ça a été une fracture. Et puis mon père est mort dans ses bras. Donc ça a été une fracture énorme chez lui. Et en même temps, il a été une courroie de transmission. Il m'a vraiment beaucoup parlé de mon père, de l'histoire familiale et de l'engagement. C'est quelqu'un qui avait pas de tabou, à qui je pouvais parler de tout. Et avec lequel on a beaucoup partagé sur ce sujet-là. Mon oncle Husseini, qui m'a élevé aussi jusqu'à aujourd'hui, qui me transmet beaucoup sur cette histoire. Et je pense que c'est important parce que moi, je suis maman, mes enfants sont grands aujourd'hui, ils ont toujours entendu parler de leur grand-père. Et je pense qu'ils ne se souviennent pas du jour où je leur en ai parlé. Je pense que je leur en ai parlé dès qu'ils étaient bébés. Et pour eux, c'est un héritage super important. Et par extension, pour toute la jeune génération qui est issue notamment du continent africain, ou alors qui se sent concernée par l'état du monde, par l'idée de la justice sociale, de l'environnement, des droits des femmes, des droits des minorités. Je pense que l'héritage laissé par mon père ou d'autres, ou des figures très importantes comme Thomas Sankara, c'est un héritage dont il faut vraiment s'emparer. Et je pense que ma génération a un rôle super important parce qu'on est un peu entre les deux. Entre cette génération d'Africains, intellectuels ou pas d'ailleurs, qui ont milité et dont le militantisme a été un peu effacé, qui ont écrit des livres, qui ont fait des conférences, qui ont tout simplement aussi des souvenirs qu'ils peuvent raconter. Et ma génération qui peut les interroger, qui a été pétrie par ça, je pense que notre rôle, c'est aujourd'hui vraiment de transmettre et de raconter cette histoire. Magnifique témoignage. Je suis totalement d'accord avec toi, Issa. Et tu sais, tu as grandi avec ces carences-là où ton père, malheureusement, est parti tragiquement. Tu parlais de tonton Alpha. Ta mère était restée au Sénégal. Oui. Donc, qui a comblé tous ces trous? J'ai connu ma mère, j'avais 17 ans. Donc, évidemment, entre l'âge de 8 ans, quand mon père décède, et l'âge où je rencontre ma mère, j'étais pas seule. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, oui, j'ai eu, comme beaucoup, je suis pas la seule. Voilà, il y a beaucoup de gens qui, dans l'enfance, rencontrent des moments difficiles, que ce soit la maladie, la perte des parents, le fait de devenir orphelin ou d'autres choses. Mais moi, j'ai franchement une chance de ouf. Parce qu'il y a toujours eu des gens sur mon chemin qui sont arrivés ou étaient déjà là et ont décidé de me faire une place dans leur vie pour que j'ai une existence correcte. Et du coup, j'ai eu quand même, avec tous les chocs, j'ai eu quand même une enfance et une adolescence assez protégée dans le sens où j'ai été accompagnée par des belles personnes qui avaient des valeurs magnifiques. Et donc, ma tante et mon oncle m'ont récupéré quand j'avais 11 ans. Et tu disais que ta mère, tu l'as découvert sur le tard. Vous n'étiez plus du tout en contact? Non, je savais pas qui c'était. Non, mon père m'a récupéré quand j'avais 4 ans. Bon, toutes les raisons, tout ça, je les connaîtrai peut-être un jour. Pour l'instant, il y a du flou et c'est pas grave. Mais en gros, ils n'avaient pas de lien. Mais moi, je réclamais ma mère quand j'étais petite. Et mon père me disait, oui, je vais t'emmener au Sénégal. Et je sais qu'il l'aurait fait. C'était un homme de parole. S'il avait vécu, il l'aurait fait et j'aurais reconnecté avec ma mère beaucoup plus tôt. Mais faut bien se rendre compte que ma famille paternelle était déconnectée de ma famille sénégalaise. Ma famille paternelle vient du Mali et mon père, jeune malien, qui a été bachelier à la fin des années 60, part à Dakar faire ses études. Et là, il rencontre ma mère quelques années plus tard. Et ensuite, il vient s'installer en France. Entre-temps, il est parti faire ses études au Canada, il est passé par les États-Unis, il est revenu en France, il a fini son cycle d'études à Dakar. Enfin, il a beaucoup bougé, mais ma famille paternelle malienne ne connaissait pas cette femme qui était du Sénégal. Donc, elle s'est manifestée quand j'avais 17 ans et voilà, ça a vraiment apporté un... Enfin, il y avait un vide. Quand tu sais pas qui est ta mère, mais c'est... Alors, j'avais une photo qui est magnifique d'ailleurs. Mon père avait écrit son nom au dos de la photo, mais c'est tout ce que je savais. Et je me disais, bon, un jour, je vais la retrouver. Mais voilà, à l'époque, tu n'avais pas de réseaux sociaux, tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas tout ça. Pour retrouver quelqu'un dans un autre pays, et le Sénégal, je ne connaissais pas. Je comprends totalement. Et ta mère qui ressurgit des années après, toi qui t'es construite tout seul, malgré toi, comment comment dire, la rencontre
s'est déroulé? Parce que j'ai presque envie de te dire qu'est-ce qu'elle a à te dire là maintenant. Je pense que c'était un peu compliqué pour elle parce qu'elle est arrivée avec des tabous. Elle n'avait pas envie de tout raconter. Et moi, j'avais des questions. Donc, vous pouvez imaginer, quand Absolument. une personne attend des réponses et que l'autre n'a pas envie de raconter l'histoire, ça donne quelque chose d'un peu mitigé. Et c'était très contrasté. Moi, honnêtement, quand j'ai rencontré ma mère, pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Le jour où mon oncle m'a appelé, j'étais partie en week-end, il m'appelle, j'ai 17 ans, je suis en première. Il me dit, il faut que tu rentres. Et moi, je me dis, oh, ma grand-mère est décédée. Je pense tout de suite à ma grand-mère, la maman de mon père, dont j'étais très proche. Je rentre, je ne sais pas ce qu'il a à me dire. Il me dit, assieds-toi. Je me mets sur le canapé. Il me dit, voilà. Une phrase totalement anodine qui a été un coup de tonnerre. Ta maman a téléphoné. Mais le truc sortait de nulle part. Mais vraiment, j'étais en état de choc, quoi. Pendant des heures, je pouvais pas parler, jusqu'à ce que je la rencontre. Elle habitait à Paris. Ouais. Et elle m'avait cherché et tout, ça avait mis 3 ans. Donc, tout était inattendu. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a un lien qui est un lien mère-fille, mais qui est pas un lien mère-fille de 2 personnes qui ont vécu ensemble. C'est autre chose. Un coup de poignard dans le cœur? Non, pas un coup de poignard, vraiment un coup de tonnerre parce que je m'y attendais pas. Et que, en fait, je pense que quand on est abandonné d'une certaine manière, même si c'était pas, elle m'a confié à mon père, voilà. Je pense qu'on se construit avec un énorme point d'interrogation. Vraiment, parfois on se regarde dans le miroir et on sait pas exactement qui on voit. Parce qu'il manque une part dans un puzzle. Tu sais, moi, quand je parle avec ma mère et des anciens même du Sénégal, il me disait, du moins, entre autres, que à l'époque, quand il y avait des séparations et des divorces, les enfants partaient avec le mari, avec l'époux. C'était un crève-cœur pour elle, mais la société voulait que ça se passe comme ça, tu vois. Donc, est-ce que toi, qui es quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui s'intéresse énormément, est-ce que c'est pas un paramètre que tu as malheureusement occulté? Alors, non, je ne l'ai pas occulté parce qu'en fait, j'ai une famille du côté malien qui est très clanique. Vraiment, on te fait sentir depuis l'enfance que tu es maïga et que tu appartiens à ce côté-là de la famille. Ça ne veut pas dire qu'ils méprisent les autres côtés, mais ça veut dire qu'ils considèrent que tu es vraiment dans cette lignée-là. Donc ça, c'est une donnée et je considère que c'est une chance, parce que franchement, j'aurais pu tomber sur un père, Exact. Voilà, tu viens au monde, tu choisis pas tes parents. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa vraiment, mais vraiment incroyable, qui avait une puissance intellectuelle hors norme, je pense, qui avait un cœur qui était d'une générosité, mais jusqu'à aujourd'hui, il est mort il y a 40 ans. Faut voir les gens parler de lui encore aujourd'hui, 40 ans. Il a vraiment marqué par ces aspects-là de sa personnalité, par l'intérêt réel qu'il portait à autrui, par sa vision, par aussi son idéalisme. Et donc, voilà, moi, je me vois pas comme étant, je sais pas comment dire, victime d'une enfance malheureuse, pas du tout. J'ai eu des chocs et voilà, c'est arrivé à plein de gens. Et derrière ces chocs, il y a tout un héritage. Et sans transition, tu parlais de Fresnes, tu parlais de Paris. Ouais. À l'époque, c'était quoi? C'était un melting pot déjà? Alors, Fresnes, non. Pour moi, c'était pas un melting pot. Là où j'habitais, on était la seule famille africaine. Il y avait surtout des familles françaises blanches. C'était une petite résidence. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était pas mélangé. À l'école, souvent, j'étais la seule noire. On était 2 dans la classe. C'était pas hyper mélangé. Mais plus tard, quand je suis arrivée à Paris, dans le 12e, là, c'est devenu super mélangé. Mais vraiment, j'ai grandi avec des rebeux, des feuges, des Asiates, des Quinfs, des Français, Toubab de chez Toubab. C'était vraiment
très, très mélangé. Et mes groupes d'amis ont toujours, à partir de là, été super mélangés. Ça a été un truc, ça a été ma réalité, en fait, tout simplement. C'est là-dedans que j'ai grandi, quoi. Mhm. Et toi, par la suite, tu rêvais secrètement de faire de l'acting, etc. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des modèles qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué? Parce que tu sais, quand on est petit, on regarde tout le monde avec des gros yeux. Tout le monde dit généralement, les gens avaient les yeux rivés vers ce qui se passait aux États-Unis parce que, en termes de faciès, etc., c'était beaucoup plus facile de se repérer. Est-ce que toi, c'était ton cas de figure? Alors non, c'était franchement un désert hein, en termes de représentation. On pouvait se sentir un peu seul hein, parfois. Côté français, bon, il y avait des stars, genre, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment une actrice incroyable, Romy Schneider. Toutes les actrices de ma génération ont été marquées par Romy Schneider, qui était autrichienne, hein, qui jouait dans Sissi. Alors ça c'était son rôle, Sissi l'impératrice, avec des grandes robes comme ça, des histoires d'amour à l'eau de rose et tout, mais qui a aussi fait des films d'auteur dans lesquels elle a été vraiment mais magistrale, quoi. Ça, c'est une fois que j'ai vraiment décidé de devenir actrice et que je regardais, je décortiquais le jeu des acteurs. Et mes yeux étaient rivés vers, évidemment, les États-Unis. Le gros choc, ça a été l'arrivée de Spike Lee avec Do the Right Thing. Et j'avais 14 ans, je crois. Mais en fait, je ne sais même pas comment raconter le choc que c'était. Imaginez un monde tout blanc. Mais vraiment, dans tous les films, les émissions de télé, même la radio, quand tu vois la tête des années, tout le monde est blanc. Et en gros, tu vois un film où t'as du rap, mais pas du petit rap. Hein. Non, t'as Public Enemy. genre, tu te prends un son que t'as jamais vu au cinéma. Okay. Tu l'entends un peu à la radio. Et encore, sur certaines radios, les seuls moments où t'entends parler du rap, c'est quand, aux infos, on te dit que c'est une musique de gangster, que c'est juste une passade, ça va pas durer de toute façon, etc. Et là, tu te prends un gros son comme ça et tu te prends une histoire racontée depuis Brooklyn, New York, avec une histoire d'amour mêlée à une histoire de voisinage, tout ça sur fond de canicule, d'été, mais extrêmement chaud, où en gros, à la fois, il y a de la sensualité, mais en même temps, les esprits s'échauffent, tout le monde est un peu sur les nerfs. Et il raconte l'histoire de violence entre des communautés. Et c'est à la fois un film hyper drôle, tragicomique et complètement tragique. C'est-à-dire que vraiment, il te prend, il te chope. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voyez Do the Right Thing de Spike Lee. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Le truc de ouf, c'est que le film n'a pas pris de ride. C'est là où tu reconnais les chefs-d'œuvre. Vraiment, les films cultes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils s'inscrivent dans leur époque et en même temps, ils échappent à l'époque. Ils continuent à résonner très fort après qu'ils aient été faits. Et là, je me suis pris une claque monumentale. Et j'ai découvert Denzel Washington. Là, d'un seul coup, t'es dans ton fauteuil et le beau gosse, c'est un Renoir. Il n'est pas beau gosse, il est juste magnifique. Il a un charisme de dingue. C'est simple. La France entière était amoureuse de Denzel Washington du jour au lendemain. D'un seul coup, ils ont imposé par le cinéma un autre modèle. Et le film était tellement brillant, esthétiquement, rien que l'utilisation des couleurs, la narration, comment il te raconte l'histoire, sa modernité, les cadres, le rythme, les actrices, tout le monde était ouf, mais vraiment, tu pouvais pas nier que là, il y avait un talent énorme qui était né. Donc ça a été un gros choc. Je pense que à ce moment-là, je me disais pas, je veux être actrice, mais je pense qu'après, peu de temps après, quand j'ai décidé de le devenir, je pense que c'était comme tu sais, t'es dans la nuit et tu vois une lumière au fond, au loin, et tu sais que tu peux avancer, même si la route elle est compliquée. Voilà, t'as une direction à suivre, quoi. Et est-ce que justement par ce levier-là, ça comblait des cases chez toi? Oui, alors j'avais quand même un sentiment d'appartenance. Je savais que j'étais malienne, Songhai, Koloboro. On m'a transmis, parce que
il n'y avait pas que mon père, il y a l'oncle et la tante qui m'ont élevé, mais aussi tous les tontons, les tantines qui étaient autour. Et je les voyais le week-end, les vacances, ça, et mes cousins, mes cousines. Et donc, j'avais quand même vraiment je savais qui j'étais. Je sais pas comment vous dire. Comment te dire? Pourquoi je te vous vois d'un coup? Écoutez, monsieur. Et en gros, à la fois, j'avais un vide, affectif, tout ça, mais je sais pas comment dire. Moi, j'ai toujours été très fière de mes origines, de mon appartenance culturelle. Et bon, chacun sait que dans toutes les familles africaines, on te dit que tu es de sang noble. Ça, c'est vraiment un truc. Alors, je mets beaucoup de guillemets, parce que moi, je considère pas que, parce qu'on t'a dit qu'au pays, t'appartenais à une famille noble, je suis plus noble que, moi, je suis comme les autres. En revanche, quand tu fais face au racisme, à la discrimination, au rejet, et que t'as ça comme socle, mais quelque part, t'es indétrônable dans ta propre appartenance. Il y a personne qui peut... On peut te donner des coups, tu peux parfois avoir un peu mal, etc. Mais au fond, quand tu sais qui tu es comme ça, et que ce savoir est lié à une notion de fierté, je sais pas, Magnifique. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Et c'est bien, t'es fier, t'as des convictions et c'est beau tout ce que tu dis. Tu disais dans le livre Noir n'est pas mon métier qu'il y a un moment donné, tu avais été sélectionné pour jouer un rôle où tu formais un couple avec un acteur que tu n'as pas nommé, bien évidemment, pour pas lui porter préjudice, mais tu as dit que finalement, tu sentais que les gens n'étaient pas ravis que tu sois là. Et quand il y avait l'affiche, on t'a volontairement évincé. Je vais redonner du contexte. On parle d'une comédie romantique. Absolument. Donc, quand je décroche le rôle, franchement, mais c'est pas du tout une évidence. Pourquoi? Parce que comédie romantique dit amour. Histoire d'amour entre deux personnes qui peut-être s'aiment pas au début ou qui peuvent pas se rencontrer, mais c'est deux personnes qui sont censées être un peu normales. On parle pas d'histoire je sais pas comment dire, de gens qui ont pas de papier, de machin, de trucs. C'est très rare dans les comédies romantiques. Donc en gros, c'est surtout le producteur, je pense, qui avait envie d'une actrice française blanche connue. Dans le système de pensée de l'époque, c'était complètement logique qu'il pense comme ça. Et puis le réalisateur me voit mes essais au casting, il a un coup de cœur, et après je le revois, je refais des essais avec lui, et il m'explique que il veut que ce soit moi, que pour lui, ça a beaucoup de sens, que avec l'acteur, on va former un super couple, et c'est lui qui s'est battu. Peut-être que je ne l'ai pas assez dit dans le livre, il s'est vraiment battu pour m'imposer. En fait, il leur a dit cette chose: si Aïssa ne fait pas le rôle, je ne fais pas le film. Il n'y a aucun réalisateur ou réalisatrice qui dit ça. Parce que c'est trop dur de faire un film. Tu mets des années à l'écrire, en général. Tu mets encore plus de temps à trouver les financements. Donc, quand enfin tu arrives au stade du tournage, tu mets pas tout ce que tu as bâti en péril. Et lui, il l'a fait. Il m'a vraiment imposé. Et je crois que c'était à la base l'idée d'un acteur, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu, il s'appelle Taroubi, qui lui avait suggéré de me voir. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'était fait, mais il y a eu comme ça les étoiles qui se sont alignées. Et donc, j'ai fait le film. On a fait le film. Et quand, au niveau de la distribution, ils ont fait l'affiche, j'étais pas dessus. Ce qui n'était pas normal, parce qu'en général, une comédie romantique, même initiatique, qui est tournée sur le mec, à partir du moment où tu as une comédie romantique, j'ai fait l'étude, j'ai regardé. Il y a toujours les deux personnages sur l'affiche. C'est vraiment une règle quasiment universelle. Moi, j'étais pas dessus. Et donc, je pense pas que j'étais pas la bienvenue sur le projet. Pas du tout. Le tournage s'est super bien passé, mais c'est une question de marketing derrière. Comment, à un moment, tu positionnes une histoire pour que les gens viennent voir le film. Et moi, à l'époque, ça m'a fait mal. Je me suis pas attardée sur cette griffure. Mais ça m'a quand même rappelé une époque encore plus tôt où on m'expliquait qu'on pouvait pas mettre de noir au cinéma parce que ça faisait fuir les spectateurs. Ça, on me le disait à l'époque, mais sans gêne. C'est pas,
C'était vraiment très, très banal. Et comment on encaisse ces premières désillusions? Parce que j'ai bien entendu, très tôt, tu avais pris de la hauteur, mais tu t'es dit que tu allais faire bouger les lignes? Alors, au départ, je sais pas alors, je voulais faire bouger les lignes, mais moi, j'avais un regard sur la société en général. J'étais pas focalisée sur la question des minorités quand j'ai commencé le métier. Ok. Moi, je voulais faire des films engagés, que ce soit dans la comédie, dans le drame, dans le film d'action, mais qui racontent toujours quelque chose sur la société dans laquelle on vit. Et très vite, j'ai compris que la question de la couleur de ma peau, c'était vraiment un problème pour beaucoup de gens. Que ce soit des castings, des producteurs, réalisateurs, voilà. Et c'est ça, en fait, qui a modifié petit à petit mon positionnement, mon point de vue, parce que je me suis intéressée à cette question. Je me suis dit, non, avant de m'intéresser à ça, clairement, j'étais vénère. J'étais, mais scandalisée, parce que je me disais, mais tu sais, t'as 19-20 ans. L'école, pour toi, c'est pas loin. Je dis, mais on m'a inculqué tout un tas de valeurs à l'école. On m'a fait apprendre les textes des philosophes des Lumières, des ceci, des ceux-là. À l'école, on te dit pas, bon, t'as pas besoin de travailler parce que t'es noir ou t'es arabe ou quoi. On te demande de fournir les mêmes efforts que tout le monde. Et c'est normal. Et arrivé dans ton métier 2-3 ans ou 4 ans plus tard, on t'explique que tu n'es pas apte à faire du théâtre classique ou moderne. T'as pas ta place dans le cinéma. Et moi, dans ma tête, ça collait pas. Il y avait un truc où vraiment, je me disais, mais ils sont ouf. Ils sont dingues. Les gens, ils passent pas leur temps à fuir quand ils voient un noir ou une noire dans la rue. Donc, pourquoi ils fuiraient au cinéma? Il y avait un truc qui collait pas. Et derrière cette rage, j'ai pu mettre en gros, du savoir, de la culture, de la connaissance. Grâce à des rencontres que j'ai faites, il y a quelqu'un que j'avais rencontré qui s'appelle Calixte Tayoro, qui faisait des sciences cognitives à l'époque, qui m'avait parlé d'un truc qui allait révolutionner le monde, qui s'appelait Internet. J'avais rien compris à ce qu'il me racontait. Ouais. Et Calixte Tayoro, il lisait beaucoup de choses en anglais et il m'a dit, tiens, lis ça. Et le premier bouquin qu'il m'a filé, c'était l'histoire de Frederick Douglass. Donc Frederick Douglass, esclave, métis, au 19e siècle aux États-Unis, qui fuit un jour, qui se réfugie dans le Nord. Et arrivé dans le Nord, il embrasse une carrière abolitionniste, il se bat contre l'esclavage et il crée un journal qui a énormément de succès à l'époque, donc il a beaucoup d'influence et il participe à l'abolition de l'esclavage dans son pays. Et faut voir que, en fait, ces figures-là, moi, je les connaissais pas. Et il n'y avait pas moyen que je les connaisse. Je les connaissais pas de l'école. Quand tu allais dans une librairie ou quoi, tu n'avais pas Frederick Douglass, personne ne savait qui c'était en France. Et ça, c'est des figures, Sojourner Truth, qui était aussi une abolitionniste afro-américaine. En gros, c'est vraiment dans les publications afro-américaines que j'ai pu puiser d'abord un savoir. Et comme je m'intéressais aussi à l'histoire africaine contemporaine ou à l'histoire des grands empires, dont l'Empire sans rail, évidemment, au Mali, je commençais à me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils nous regardent comme ça? D'où ça vient? Et là, j'ai eu des lectures qui ont vraiment radicalement changé mon regard, comme un livre de Sylvie Chalaï qui s'appelle « Du noir au nègre ». Alors, elle, c'est quelqu'un qui a étudié l'histoire du théâtre en France de 1550 à 1960. Et c'était d'abord un travail de thèse, donc c'est très fourni. Et il y a beaucoup, beaucoup d'archives dedans. Et elle disait, dans tel théâtre, à telle époque, il y a eu telle pièce avec des acteurs noirs. Dans tel théâtre, à telle époque, il y a eu un scandale parce qu'ils ont refusé que les Noirs jouent. Dans tel théâtre, nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ancêtre de la télévision, et même d'Internet, c'était le théâtre. Et que l'histoire du théâtre racontait une chose. C'est qu'en fait, ce qu'on nous disait, qu'on était des immigrés qui venaient d'arriver, oui, c'est vrai d'une certaine façon, mais ça occultait toute une réalité qui était un brassage qui avait eu lieu depuis 1550 sur les planches des théâtres français. Et c'est des théâtres qui, pour certains, existent encore. Le devoir de mémoire est primordial. Merci. Franchement, c'est poignant tout ce que tu nous dis. Et j'avance un petit peu.
toi, tu c'est bien parce que tu avais pris de la hauteur malgré tout. Et juste après, tu es tombée enceinte. 21 ans. Ouais. Mais tu vois, déjà, on voit pas beaucoup de femmes noires en tant qu'actrice. Là, une maman à 21 ans, tu disais qu'il y avait des récalcitrants, des gens qui n'ont pas été très gentils avec toi. Non, quand je suis tombée enceinte, c'est pas que les gens n'étaient pas gentils, c'est que en fait, je venais de commencer ma carrière. J'avais eu un premier rôle dans un film et je suis tombée enceinte pendant le tournage du film. Et les gens m'ont dit si tu veux faire une carrière de comédienne, il faut pas que tu sois maman maintenant, donc avorte. Moi, j'avais pas envie d'avorter. Et en même temps, j'étais déstabilisée par le nombre de gens, proches ou pas, qui me disaient ça. Et en même temps, j'ai été soutenue par le père de mon fils, par celle qui est devenue ensuite sa marraine, par des amis, quoi, tout simplement, et la famille. Et pour moi, c'était évident. Enfin, je pense que j'avais aussi besoin de créer ma famille. Vraiment, c'était un désir hyper fort. Et être maman ne m'a jamais empêché de faire mon métier d'actrice. Tu sais, moi, quand je regarde des documentaires des Américains, etc., on leur dit tout le temps, tu dis tout le temps que tu es célibataire. Ouais. Il faut pas que tu montres que tu es un papa ou que tu es une maman, etc., Ouais. tu vois, parce que c'est pas vendeur, ou du moins c'est moins vendeur. Toi, en l'occurrence, c'était le cas de figure, toi? Oui, surtout les actrices. Les actrices françaises, faut savoir que pendant 20 ou 30 ans, elles avaient 30 ans. C'est-à-dire que les actrices ne disaient jamais leur vrai âge. Elles disaient toujours, oui, j'ai 30 ans. Parce qu'en fait, 30 ans, c'était un peu la limite, le plafond de verre. Ok. Quand tu arrives à 20 ans, tu peux décrocher des rôles, etc. Les rôles de jeunes premières, de filles fraîches, etc. Et puis, à 30 ans, le nombre de rôles commence à dégringoler. Parce que tu as celles qui sont devenues un peu connues, qui chopent tous les rôles. Et puis les autres, elles ont de moins en moins d'opportunités, etc. Donc, si elles ont, à l'époque, si elles disaient j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, etc., t'étais sûr qu'elles étaient cancelled. Donc, les actrices mentaient sur leur âge. Moi, j'ai jamais voulu mentir sur mon âge. Je vois pas pourquoi j'aurais honte d'être en vie, en gros. Et puis, elles disaient pas qu'elles étaient mamans parce que c'est comme si ça t'enlevait du glam. Absolument. C'est comme si t'étais moins désirable. Et moi, j'étais tellement... Franchement, mes deux fils, ils sont... Je dis pas ça parce que je suis leur mère. Hein. Ils sont tellement magnifiques. Ils sont... je vois aucune raison de cacher leur existence. Et puis bon, aujourd'hui, l'époque a changé. Je pense que... Enfin, je sais pas. Je me suis pas trop posé la question, mais j'ai l'impression qu'une actrice qui devient maman aujourd'hui, même jeune, on va pas se dire, ah non, mais elle peut plus faire tel rôle ou tel rôle, quoi. C'est devenu une manière de penser... je sais pas, c'est old school, quoi, même. Et tu gagnais ta vie déjà à ce moment-là, 21 ans? Je gagnais ma vie comme ça. Ouais. C'est-à-dire que parfois, je faisais un film et je gagnais quelques mois. Je me disais, ça va pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. J'ai de quoi faire face aux dépenses. Et puis parfois, je travaillais pas. Ou alors je travaillais, mais trop peu. Donc, c'était précaire. Je savais que j'avais toujours des gens vers lesquels me tourner. J'allais jamais me retrouver à la rue. Mon enfant, pour ce qui est de l'aîné que j'ai eu très jeune, il aurait tout le temps à manger, même si parfois je stressais au moment de faire les courses. Tu es là, tu comptes tes sous, tu sais pas comment. Je savais que j'étais pas seule. Donc vraiment, j'ai eu la chance de pas être comme certaines mamans seules qui vraiment dès le début du mois sont en train de survivre pour tenir jusqu'à la fin du mois. Elles n'ont pas forcément quelqu'un vers qui se tourner. Donc voilà, moi je pense que tu peux jamais complètement te plaindre en tant qu'actrice parce que à moins de plus avoir de travail du tout, ce qui est vraiment difficile, si t'as pas fait une autre formation, etc., ça peut être très dur. Mais à partir du moment où tu vis ton métier, même de façon modeste, t'es privilégié parce que c'est un métier que t'as choisi, c'est un métier de passion, c'est un métier de rencontre, c'est un métier où tu t'enrichis parce que t'apprends pour tes rôles toujours des choses nouvelles, que ce soit une langue, que ce soit des choses sur une profession, que ce soit des choses sur une catégorie sociale, sur un pays, sur une culture, une époque, voilà. Et voilà, donc franchement, je peux pas me plaindre. Et puis après, il y a eu un moment où c'est devenu un peu plus stable.
avec toujours des périodes où ça s'est un peu dégringolé financièrement. Et puis, je suis pas la meilleure gestionnaire, hein, faut le dire. Mais franchement, depuis un moment, j'ai vraiment pas à me plaindre financièrement. Je gagne très bien ma vie. Et je me dis, alhamdoulilah, j'ai pu élever mes enfants dans un contexte, et leur père aussi, évidemment, même si on n'était pas ensemble, dans un contexte où, franchement, ils ont manqué de rien. Et ils se sont toujours rendus compte que c'était pas acquis. Alors, parfois, leurs amis, je pense, se disaient « Ah, ta mère, elle est actrice, on l'a vue dans un film, t'es riche. » Surtout quand ils étaient en primaire. Mais eux, ils savaient de l'intérieur que, on vivait pas dans la jet set. Moi, j'ai toujours eu une vie quotidienne normale. Et puis, 2, il y avait des moments où je leur disais « Bon, les gars, là, on va y aller tranquille. Les finances, c'est compliqué. » Et puis, parfois, je leur disais « Ah, là, on va partir en vacances. Tout va bien. » Enfin, voilà, ils ont vécu les hauts et les bas, mais ils ont manqué de rien. Et est-ce qu'il y a quand même une sécurité des choses qui sont mises en place pour justement les acteurs, tu vois, dans la mesure où ça peut aller comme ça peut ne pas aller, tu vois? Alors, en France, on a un système qui est franchement enviable, qui est le système de l'intermittence. Donc, quand tu es intermittent du spectacle, c'est que tu as, au cours d'une année, travaillé un certain nombre d'heures. Donc, il y a évidemment un seuil à atteindre. Et à partir de ce nombre d'heures, tu peux toucher le chômage pendant plusieurs mois. Ça n'existe pas dans tous les pays. C'est vraiment un système qui est lié à l'exception culturelle française. La culture en France a une place super importante du fait de l'histoire de la France. Tous les secteurs culturels sont soutenus, que ce soit l'art contemporain, la danse, le spectacle vivant dans son ensemble, la littérature. Il y a, je pense, pas me tromper en disant que tous les secteurs de la culture sont soutenus, pas de la même manière. En tout cas, pour les techniciens et les artistes du spectacle, il y a ce système-là. Donc, quand tu fais pas tes heures, t'as les boules. Moi, souvent, j'ai pas fait mes heures, mais j'étais suffisamment payée pour tenir quand même. Et puis, de temps en temps, je faisais mes heures et là, c'est la fête parce que tu sais que même si l'année d'après, t'as pas de tournage, t'as un chômage qui est pas forcément, voilà, c'est pas un gros salaire, mais tu peux tenir, quoi. Tu peux donner les chiffres? Bah, je sais pas si par exemple c'est dur à dire parce que ça dépend de ton nombre d'heures, ça dépend du montant des cachets que t'as eu. Ensuite, ils font une moyenne. Si on peut faire une simulation pour que les gens puissent comprendre. Bah, tu peux toucher entre, je sais pas, ça peut aller de 500 € à 3000 ou peut-être même plus. J'ai jamais touché autant en acédique. Enfin, mais en tout cas, ça te permet, si tu touches, je sais pas, même 1500 balles, c'est pas un gros salaire, mais si tu continues à travailler un petit peu et à refaire tes heures, ça te permet vraiment de pouvoir payer ton loyer, faire manger tes enfants, etc. Donc, moi, j'ai jamais compté sur ce système-là parce que je faisais pas mes heures, mais j'avais un salaire suffisamment conséquent pour ne pas avoir besoin de vivre du chômage. Et en même temps, même quand tu fais pas tes heures, tu cotises. C'est-à-dire que moi, et c'est ce que j'aime dans le système, dans certains aspects du système en France, c'est que c'est un système qui est basé sur une forme de solidarité, de mutualisation. Donc, même si je fais pas mes heures et que je vais pas toucher le chômage, sur ma fiche de salaire, il y a des lignes qui correspondent à la part de cotisation que j'ai et je sais que ça va soutenir d'autres artistes. Je vois totalement. On va pas retoucher au ISL, c'est comme ça. Merci. Et tu sais, je vais rebondir une énième fois sur le livre parce qu'il y a énormément de matière là-dedans, mais il y a Nadège Bossondiagne qui parlait, elle disait que parfois il y avait énormément de remarques déplacées sur sa personne pendant les castings, etc., où il y avait même des connotations sexuelles. Toi, t'en as pas parlé explicitement dans le livre. Mais oui. C'était volontaire? Non, en fait, dans le livre, ce qui s'est passé, c'est que, donc ça, c'était début 2018, je me suis dit, mais comment on peut prendre les choses aujourd'hui pour parler de cette question-là? Parce que je me disais, mais moi, j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai vu des artistes, des acteurs, des actrices vraiment talentueux qui n'avaient pas de rôle. Alors, c'est dur pour tout le monde, hein. C'est des métiers hyper compétitifs. Il y a, voilà, ok. Mais quand tu sais qu'il y a une énorme part de discrimination raciale et que cette discrimination raciale, elle a lieu dans tous les étages de la société, c'est pas juste les artistes, hein. Nous, on est un exemple.
mais et que tu vois les gens qui sont doués, qui ne peuvent pas vraiment développer une vraie carrière, parce qu'en gros, il n'y a pas de place pour eux, et c'est dû en grande partie à la couleur de leur peau, franchement, je vois pas comment tu peux ne pas être révolté. Et donc, le livre, je l'ai initié en invitant, parce que j'avais une limite, sinon, moi, j'aurais invité tout le monde. Mais l'éditrice m'a dit, écoute, le livre, s'il fait plus de tant de pages, ça va être compliqué. Donc, j'en ai invité 15 autres, on était 16 en tout, et chacune pouvait écrire un témoignage. Et donc, moi, j'ai donné juste une liste de sujets comme ça qui me paraissaient être les sujets un peu évidents. Et chacune a dit, ah bah tiens, moi, je vais écrire là-dessus, je vais écrire là-dessus, je vais écrire là-dessus. Et donc, Nadège Bossondiagne ou d'autres se sont emparés d'un sujet qui leur semblait... Voilà. Et donc, moi, une fois que j'ai vu tout ce qu'elles avaient fait, moi, comme j'orchestrais un peu le truc avec l'éditrice, je me disais, là, faut que tu parles d'autre chose. Tu vas pas parler de la même chose dans ton chapitre. Et c'est comme ça un peu que les rôles, entre guillemets, ont été distribués. Mais quand on a reçu les premiers textes avec l'éditrice, et ça allait très vite, hein, c'était début 2018, je crois que j'en ai parlé à l'éditrice genre fin janvier, la maison d'édition a dit oui début février, et ils ont dit oui, vous pouvez écrire ce livre et on va l'éditer, ça nous intéresse, mais il faut qu'il sorte en mai. Mais ça n'existe pas d'écrire un livre qui sort aussi rapidement. Et ils voulaient que ça sorte en mai pour que ça sorte au moment d'une actu forte, c'est-à-dire le Festival de Cannes. Et ils ont eu raison. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Et toutes les actrices qui étaient là, que ce soit Shirley Soignon, Nadège Bossondiagne, Firmin Richard, Sonia Roland, Kharidja Touré, Assa Silla, Maïmouna Gay, j'oublie forcément des gens. Non, mais c'est pas grave. Elles ont joué le jeu. Et l'autre condition, c'était qu'on n'en parle pas. Il fallait que ça reste secret pour avoir un effet de surprise assez fort. Mais moi, j'ai pas imposé les sujets à qui que ce soit. Chacune s'est emparée du sien. Et finalement, tout de suite, en recevant les textes, on a vu que c'était très équilibré, que le lecteur, la lectrice, à chaque nouveau chapitre, allait être face à une autre facette de cette problématique de discrimination. Et comment t'as encaissé les backlash? Parce que, effectivement, t'as dénoncé, tu as bien fait de le faire, mais les retours aussi étaient très compliqués. Alors, sur le livre « Noir n'est pas mon métier », l'adhésion était hyper forte. Les médias, d'ailleurs, l'attachée de presse de la maison d'édition, avant que ça sorte, m'a appelée, elle a dit, écoute, on a rarement ça, tous les médias vous veulent. Tous les médias. Radio, télé, enfin tout quoi. Et donc, au niveau médiatique, ça a été super fort, on était partout. Au niveau des lecteurs et des lectrices, le livre s'est très bien vendu. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2024, il continue à se vendre. Donc, c'est beaucoup moins fort qu'au début, évidemment, mais c'est un livre qui continue à intéresser parce que malheureusement, il n'y a pas eu quand même une révolution dans le cinéma français. Donc, le livre est toujours d'actualité. Et puis, par ailleurs, comme on arrivait en groupe et qu'on ne nommait personne dans le cinéma, on voulait vraiment dénoncer cette chose systémique. Et qu'en plus, on est arrivé sur le tapis rouge de Cannes, tout habillé en balmain. Un des trucs auxquels je tenais, c'était qu'on fasse pas pitié. Jamais. Que toutes les actrices soient au top, mises en valeur comme les stars qu'elles méritent d'être ou qu'elles sont, et qu'on soit toujours dans des endroits qui ressemblent aux endroits qu'on réserve aux stars dans nos métiers. Vraiment, je voulais pas qu'on arrive en mode galérienne, quoi. Et donc ça, non, il n'y a pas eu de backlash, franchement, non. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Ouais. Et tu sais, moi, j'ai en tête, et là, je fais appel à ma mémoire, mais de belles femmes sur le tapis à Cannes, défiler fièrement, etc. On a vu quand même, quand je te parle de backlash, c'était juste après cet affront-là, parce que les gens se sont dit que, finalement, vous étiez en train de tester l'industrie, l'establishment, tu vois. On vous en a voulu en disant que vous en faisiez trop, que tout ça, c'était de l'imaginaire, que si vous n'étiez pas appelé, c'est parce que vous n'étiez pas compétente et ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau, etc. Comment toi, t'as pris cette chose-là? Parce que j'ai l'impression que, je vais pas dire que votre travail était invisibilisé, mais presque.
Alors, sur le coup, moi, je me souviens pas du tout d'un backlash comme ça. J'ai l'impression que les gens qui ont dit ça, ils l'ont dit tout doucement. Ils étaient inaudibles. Vraiment, on a reçu un soutien. C'était dingue. Michel a parlé. Ah oui, non, mais... Mais non, mais c'est vrai. oui, non, mais moi, je... Non, je suis désolé. Mais... Non, mais tu as raison. Tu as Non, raison. mais- Tu as raison. Mais ça, moi, non. Pour moi, c'est... Bon, Michel, c'est un philosophe. Ouais. Ok. Il me passionne pas. Et je pense que certains penseurs ont été un peu dépassés. C'est-à-dire qu'ils ont été eux-mêmes challengés. C'est-à-dire qu'ils ont été un peu surpris et qu'ils n'ont pas compris la démarche. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas capté l'ordre du monde vraiment actuel. Et ils sont sur un logiciel qui est un peu ancien. Donc moi, ça, je calcule pas. Ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas si à ce moment-là, il a dit ça. Franchement, je m'en souviens même pas. Qui s'en fout, moi, peut-être. Bon, non, mais bon, on met ça de côté. Mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même des gens qui ont levé la main pour pester. Après, moi, je l'ai trouvé l'action forte. Mais moi, je veux savoir comment l'establishment, là, vous a vu. Alors, je pense d'abord, ils pouvaient pas ne pas nous voir. On était trop visibles partout dans les médias. Personne défile avec un livre au Festival de Cannes. Nous, on était là et on était là à 16. On a eu franchement, les relais, ils ont été en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, dans plein de pays, en Afrique, évidemment, dans beaucoup de pays également, jusqu'en Asie. Enfin, je pense que c'était une sorte de raz-de-marée qui a fait que les gens du métier, qui peut-être n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas osé, je pense, parler trop fort. Okay. Et puis pour les autres, il y en a qui se sont manifestés auprès de nous, notamment l'ARDA, l'association en gros des directeurs de casting français, avec lesquels on a beaucoup discuté et chez lesquels il y a des gens qui ont vraiment envie de faire des choses. Il y en a certains qui nous ont dit mais merci, parce que là, nous, ça nous permet d'avoir une voix plus forte auprès des réals et auprès des prods. Après, je pense pas que ça ait changé complètement les choses. Moi, j'ai pas fait le livre pour complètement... C'est pas une baguette magique. Pour moi, c'était un moment pour élever les consciences, réveiller un peu les esprits autour de cette question-là dans le métier, parce que le souci, c'est quand il y a quelques figures qui émergent, on se satisfait de ça. Il suffit d'avoir 2, 3 ou 4 ou 5 stars noires pour se dire « Ah ben c'est bon, ça a évolué, c'est super ». Mais quand tu regardes les chiffres, même si tu n'as pas de statistiques ethniques en France, il y a quand même quelques statistiques, notamment qui émanent de France Télévisions. Et quand tu regardes les chiffres, alors j'ai pas regardé les derniers, mais en 2018, 2019, 2020, 2021, franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Parce que tu as une surreprésentation dans les rôles négatifs de personnes noires et arabes. Mais vraiment, là, vraiment, on sait où nous chercher, où nous trouver pour les castings. Et une sous-représentation dans les rôles à caractère positif. Donc, tu te dis que quand, d'un seul coup, tu allumes la télé ou tu regardes les trucs sur les plateformes et que tu vois des Noirs et des Arabes quasiment systématiquement dans des rôles à caractère négatif, évidemment, ça marque les esprits et après, ça a un impact sur nos vies. Quand on cherche du travail, quand on cherche un logement. Donc, moi, c'est ça que je regardais. En me disant, on va écrire un livre là-dessus pour à un moment donner une photographie, un instantané sur une situation. Je vois totalement. Et je l'ai fait aussi en me disant, bon, moi, je suis passée par toutes ces étapes, mais les petits, là, ceux de la génération de mes enfants, moi, je refuse qu'ils passent par tout ça. C'est mort. C'est-à-dire que si je me suis battue pour moi, je vais me battre encore plus fort pour la génération d'après. Et je pense que notre travail, c'est de créer de la mémoire en même temps qu'on vit. Que ce soit pas dans 50 ans qu'on raconte « Oh, il y a eu en 2018 », voilà, une vieille histoire d'actrices qui sont allées à Cannes, mais que nous, on soit capable de raconter cette histoire-là et de lui donner une résonance aujourd'hui. Et ensuite, il y a plein d'actions possibles à mener. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu allais poser tes valises ailleurs? Tu sais, il y a Isaac de Boncolé qui est parti aux États-Unis. Saïd Taghmaoui fait sa carrière aussi aux États-Unis, etc. Je me suis dit ça, à un moment. Et d'ailleurs, j'étais partie à New York seulement. Je devais aller après à Los Angeles et j'avais eu un film. Donc, je suis rentrée en Europe. Mais j'étais maman. J'étais séparée du père et je me voyais pas du tout emmener mon enfant à 10 000 ou 15 000 kilomètres de son père. Donc, pour moi, c'était une priorité
de rester vraiment dans le voisinage du père de mon fils et ensuite du père de mes fils, qui n'ont pas le même papa. Il était hors de question que je leur fasse vivre, en gros, un arrachement et qu'ils vivent loin de leur père. Moi, j'ai vécu sans mon père. Je ne peux pas imposer ça à mon enfant. Donc, je suis restée en France et ce n'était pas du tout un sacrifice. C'était un choix entier. Et en fait, ensuite, c'était un peu difficile de se faire connaître aux États-Unis. Mais là, depuis quelques années, il n'y a rien de plus simple que de développer ta carrière à l'international tout en étant en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les castings américains, quand ils cherchent des acteurs non américains, ils ont des relais qui sont d'autres directeurs de casting en Europe, ou alors ils passent par ton agent. Et là, tu reçois, d'ailleurs, hier soir, j'ai reçu un truc, là, après je pars, j'ai reçu un texte long, bon, bref, peu importe. Mais tu reçois un texte, tu as un casting, tu fais ta tape. Moi, je fais toujours avec une directrice de casting qui a un studio, tu vois, comme toi, et c'est elle qui fait le montage. Elle envoie ça à mon agent valide et ça part vers le casting qui fait ça. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et je dirais que ces dernières années, ma carrière, elle se passe beaucoup plus à l'international. Et j'ai beaucoup travaillé pour ça. C'est-à-dire que il y a une dizaine d'années, un peu moins, je me suis dit, bon, il faut arrêter de rêver. Enfin non, il faut toujours rêver, mais très activement. Et donc, j'ai commencé à vraiment travailler mon anglais. J'ai toujours adoré l'anglais et adoré les langues en général. Mais là, j'ai pris le truc, mais vraiment en mode travail quotidien. Et j'ai commencé à travailler d'abord mon accent neutral American, l'accent neutre américain que j'atteindrai jamais complètement, mais dont je peux m'approcher le plus possible. Et ensuite, j'ai commencé à travailler un accent, disons, ouest-africain, type Mali, Guinée, voilà. Et puis là, récemment, j'ai tourné dans King Shaka, une série américaine qu'on a tournée en Afrique du Sud sur Shaka Zulu, dans lequel je jouais le rôle de la reine Nandi. Et ça, c'est du coup, j'ai travaillé sur un accent d'Afrique australe, un accent, on va dire, bantou. Donc, en fait, je pars d'un endroit où je me disais, une carrière aux États-Unis, c'est compliqué. Ils ont tellement d'actrices fabuleuses, pourquoi ils auraient besoin de moi? En fait, c'est possible. Travail. En fait, on m'a dit un jour cette phrase, rien ne résiste au travail. Si à un moment, tu as un objectif qui te paraît inatteignable, fais le premier pas. Le deuxième, avec méthode, construis un plan. Vois quel est l'état des finances dont tu as besoin. Tu n'as pas les finances? Fais-le sans finances. Quels sont les moyens que tu as? Tu regardes des films anglais, sous-titrés anglais. Tu répètes tout. C'est relou pour les gens qui regardent avec toi. C'est super relou. Tu répètes toutes les phrases. Et puis un jour, tu commences à t'enregistrer. Tu t'écoutes à l'oreille. Le jour où tu as un peu de finances, tu te dis, voilà, quel coaching je peux faire? Ou alors, si j'ai pas de finances, je vais faire un échange de compétences. Faut être inventif. Tu rentres pas par la porte, tu rentres par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, tu montes par le grenier. S'il n'y a pas de grenier, tu passes par la cave. Si la cave est fermée, tu rentres par l'arrière de la maison. Si tout est fermé, tu prends un pieu comme ça, là, tu tapes les briques, tu rentres comme ça. Faut trouver un moyen. C'est ça. Et aujourd'hui, surtout pour les jeunes générations, franchement, faut penser international, faut penser monde. Et pour les diasporas noires, il y a un truc qui est incroyable, c'est un continent invisible. C'est le continent des diasporas noires, qui comprend le continent africain, une partie de l'Europe, surtout occidentale, qui comprend toutes les Amériques, du nord au sud. L'histoire tragique de la traite négrière, de l'esclavage transatlantique, a donné lieu à ce qu'un penseur anglais, dont le nom m'échappe tout de suite, a l'Atlantique noir. Black Atlantic. Ce qui fait que tu peux être à la fois africain, français ou européen, et appartenir à ce vaste monde des diasporas. Et quand tu embrasses une une carrière dans le cinéma, en fait, tu peux t'inscrire dans plein de cinématographies. Évidemment, il y a les États-Unis parce qu'ils sont pionniers, ils sont au top, voilà.
Et là-bas, il y a maintenant, notamment dans le cinéma indépendant, des gens qui ont envie de se connecter au continent africain, qui ont envie de se connecter aux Noirs européens. Je suis partie en Colombie récemment et j'ai rencontré des gens de l'industrie là-bas. Alors, c'est une industrie beaucoup plus petite qu'en France, mais il y a des gens qui font des choses. Et c'est des Afro-Colombiens qui sont hyper heureux de rencontrer d'autres Noirs qui viennent d'ailleurs. Il y a... je suis allée au Panama pour un tournage et je suis allée dans une ville qui s'appelle Colón. Et là, j'ai vu une partie de la culture du monde afro-panaméen. Tu vas, je sais pas, en fait, je pense qu'on a des... Et c'est normal. On a des schémas, des frontières dans nos têtes. Et en fait, il faut tout faire exploser. Il faut penser un peu comme les musiciens. En musique, c'est plus facile de faire des collaborations. C'est beaucoup plus simple de payer quelques heures de studio et de faire un album. C'est beaucoup plus simple que de faire un film. Faire un film, c'est toujours une industrie assez lourde. Et c'est une industrie de prototype. C'est-à-dire que tu vas mettre pas mal de compétences que tu vas réunir pour créer un modèle unique, qui est un film. Donc, c'est une industrie qui est très risquée, qui est coûteuse. Tout ce qui coûte cher, bon, évidemment, payer, rémunérer tout le monde, mais toute la post-production, tout ce que ça demande de finances, ça fait que c'est beaucoup plus dur, en fait, de faire un film que de faire un album, je pense. Mais à l'intérieur de cette difficulté, il y a plein de possibilités. Et si tu maîtrises plusieurs langues, espagnol, anglais, arabe, allemand, français, et voilà, pour parler de ces langues-là, swahili, wolof. Si tu parles le poulard, il y a 40 millions de Peuls dans le monde. Si tu parles le zoulou, bon, c'est beaucoup plus dur, c'est une langue à clic. Pour nous, franchement, ils rigolent tellement quand tu essayes de prononcer quelques phrases. Mais en gros, l'Atlantique noir, c'est un vaste continent. Et aujourd'hui, les gens peuvent vraiment se connecter super fort. Donc moi, je pense monde. Et d'ailleurs, tous les projets qu'on me propose maintenant, les projets vraiment intéressants, ils ont lieu à l'international. Tu regardes plus ici ce qui se passe? Si. Un petit peu? Si, je suis toujours parisienne et française. Française et parisienne. Ouais. mais voilà, j'ai vraiment réussi à ouvrir mes horizons, quoi. Tu brilles. Merci. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Et tu sais, ce sera ma dernière question. Nous, il y a quelques temps. Ouais. C'est bien, c'est du bien. Si, c'est bien. Après, je suis obligée de partir. Ouais. On peut passer la journée ensemble, il n'y a pas de problème. Et il y a Stomy qui disait que lui, son rêve ultime serait de monter une école de théâtre au Sénégal, ou en Guinée, au Cap-Vert. Mais vraiment, il avait envie de redonner à l'Afrique ce que l'Afrique lui avait donné, entre autres. Toi, il y a des choses que tu aimerais mettre en place? Oui. Alors, sur tout ce qui concerne l'acting, je donne régulièrement des stages que j'anime pour des acteurs, des actrices, ou même parfois pour des gens qui se dirigent vers la réalisation, pour leur parler du travail des acteurs. Et ça, j'aime bien ce côté un peu mobile. Là, pour l'instant, je me vois pas créer un endroit fixe. Je préfère pouvoir le faire au Burkina, au Sénégal, au Mali ou ailleurs et bouger un petit peu comme ça. Et je le fais aussi parfois en France. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de faire de plus en plus. Et pourquoi pas créer une sorte d'école mobile dans laquelle moi, je transiterais et que d'autres pourraient rendre fixe. Voilà, on crée un modèle ensemble. Moi, je viens de temps en temps et il y a quelqu'un qui tient l'école. Ça, c'est un truc qui pourrait me plaire. Et puis, je marraine des acteurs, des actrices ici en France. Mais ça, c'est des choses dont je parle pas. Non, en fait, je trouve des accords avec des gens dans le métier, des écoles, ce genre de choses. Et je fais des choses qui sont de l'ordre de, je sais pas comment, du marrainage. Et je le fais doucement. Et j'ai pas spécialement envie que les gens le sachent qui en bénéficie. Ouais. Moi, j'ai un modèle dans le métier que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est Ava DuVernay, la réalisatrice, qui a créé une boîte qui s'appelle Array, A2RAY. Et il faut savoir qu'Ava DuVernay, elle
attachée de presse. Elle faisait des relations publiques dans le cinéma jusqu'à l'âge de 34 ou 35 ans. Et à ce moment-là, elle a switché. Elle est devenue réalisatrice sans formation et sur le tard. Et son premier film, je crois, c'était sur Martin Luther King. Et ensuite, elle a fait The Central Park Five, tu sais, sur l'histoire de ces 5 jeunes hommes qui ont été accusés à tort du meurtre d'une joggeuse blanche. Oui, totalement. Voilà, c'est elle qui a fait cette série qui est peut-être encore sur Netflix. Netflix, ouais, je l'ai vu, ouais, totalement. Elle a vraiment, elle s'est emparée de sujets. Bon, c'est les États-Unis. Quand tu fais des levées de fonds, tu as une autre force de frappe que quand tu fais ça en France. Mais elle a créé vraiment un écosystème dans lequel elle crée ses projets, mais elle aide aussi des techniciens à entrer dans le métier, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai un peu contribué à faire dans le collectif 50-50, qui est né dans le sillage de MeToo en 2018. Mais j'aimerais beaucoup le faire au sein d'une entité. Mais pour l'instant, je suis prise par trop de projets à la fois pour me poser et faire vraiment ça. Vraiment créer une sorte de mini-studio, quoi. Vraiment, où tu... Enfin, voilà. Bon, j'ai plein de projets par rapport à ça. Mais par rapport au continent africain, donc j'ai créé le 1er janvier 2024 l'association Mohamed Maïga. Le 1er janvier, c'était une date importante parce que mon père est mort un 1er janvier, 40 ans plus tôt, en 1984, au Burkina Faso. Et donc, l'association, elle porte son nom. Elle est créée d'abord pour faire vivre et faire briller son héritage. Et donc, on est en train de créer le fonds d'archives Mohamed Maïga avec évidemment tous ces articles qui vont... Vraiment, j'ai quelqu'un qui travaille dessus. Merci Randa. Elle travaille dessus depuis des mois pour créer ce fonds d'archives qui est donc en français. Mon père écrivait en français, mais qu'on va aussi traduire en anglais, qu'on va proposer à des universités, à des écoles de journalisme notamment. On crée le prix du journalisme Mohamed Maïga, qui est destiné au journalisme d'investigation en Afrique. Donc, ce prix va être remis pour la première fois aux côtés de Reporters sans frontières en fin d'année. Ce sera début décembre à Washington. Donc, il y aura un ou une journaliste d'investigation africain dont le travail sera récompensé, rémunéré aussi. Et j'espère que ça donnera à voir le travail de cette personne et ça mettra aussi une lumière sur ce qu'est le journalisme d'investigation en Afrique. Tout comme dans des endroits comme en Amérique latine, les journalistes s'exposent énormément à la prison, aux assassinats, aux pressions de toutes sortes. Et la troisième chose qu'on crée avec l'association, c'est un système de bourse pour des jeunes étudiants en journalisme sur le continent africain. Donc, on le fait maintenant, mais on est au tout début de l'existence de l'association Mohamed Maïga. Ouais. Et puis, on est sollicité évidemment par d'autres associations que tu peux aider également. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, moi, je reçois, comme toutes les personnalités, on va dire, on reçoit plein de demandes. On ne peut pas toujours répondre en temps réel ou pas répondre oui à tout le monde. Mais je suis très attentive aux initiatives qui se font, qui se passent sur le continent africain. Et j'essaye, quand je le peux, de dire oui et d'accompagner ou de soutenir d'une manière ou d'une autre. Eh ben, mille merci, Aïssa. Honnêtement, tu brilles. Merci. Tu donnes. Je vais finir par le croire. Non, mais c'est vrai. Franchement, tu déchires et ça m'a fait du bien de converser avec toi parce que tu as envie de redonner. Tu le fais. Et là, je parle vraiment au nom de toute l'équipe. Merci, Aïssa. Merci à toi, merci à vous, merci à l'équipe. Merci, le chairman. Aïssa, c'était le tiers. Et Sanson, tu peux inverser avec la grande dame que je nomme Aïssa Maïga pour WSL. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.